C'est Jean-Paul au micro. Je vous propose d'explorer les différentes façons d'utiliser les listes dans Scratch. Je vous présenterai dans un premier temps 2 ou 3 exemples d'utilisation assez basique des listes. Et on passera ensuite un peu plus de temps sur une application, c'est celle que vous voyez ici à l'écran, une application qui vous donnera une idée des nombreuses possibilités qu'offre cette famille de blocs. Et il y aura même du bonus pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, notamment avec la réalisation de ce beau graphique histogramme. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'une liste ? Une liste, c'est une variable un peu particulière. Je trouve d'ailleurs cette option dans la catégorie variable. C'est une variable qui peut contenir plusieurs valeurs, tout simplement. Quand je crée une liste, ici par exemple une liste de fruits, j'ai une boîte qui s'affiche sur la scène et je peux encoder une série d'items, une série de valeurs, en l'occurrence ici des noms de fruits. Et quand je les ai encodés, je peux corriger, je peux supprimer, tout ça à l'aide des petits symboles dont vous devinerez bien l'utilité. Ici, la tomate, il y a une lettre en trop, ou je peux même considérer, parce que tamote c'est vraiment pas très beau, que ce n'est pas un fruit mais c'est un légume. Je peux continuer à ajouter d'autres fruits, etc. Donc c'est une liste que vous pouvez manipuler directement. Attention, cette manipulation, vous ne pourrez la faire qu'en mode programmation. Si vous passez en plein écran, vous devrez alors modifier cette liste à l'aide de blocs de programmation. Mais ça, c'est vrai évidemment aussi pour les variables. Une liste est composée d'une part des éléments eux-mêmes, des items qui contiennent des valeurs. Ici, ce sont des mots, ça pourrait être évidemment des chiffres, et d'un index. L'index, c'est très important, c'est ce nombre qui précède l'item, qui précède le contenu si vous voulez, et qui va permettre d'identifier où se trouve l'item dans la liste. Donc on va souvent parler d'index, donc bien retenir cela, la liste est composée d'index et d'éléments. Les propriétés d'une liste sont sa longueur, ici vous voyez qu'il affiche 5, et son apparence. La liste peut être cachée ou visible. Vous pouvez aussi cocher ou décocher la petite case ici dans la fenêtre des blocs. Pour bien comprendre comment une liste fonctionne, je vais vous présenter quelques blocs. Les blocs de valeurs, les autres on les verra au travers des exemples qui vont suivre. Ici, 4 blocs. Si je prends l'élément 1 de la liste fruits, il va me renvoyer la valeur contenue dans l'élément 1, à savoir pomme. Donc 1 est l'index dont je viens de vous parler. Si par contre je lui demande la position de banane dans la liste fruits, vous le devinez, il va me renvoyer l'index. Donc je vais pouvoir jouer avec les index et avec le contenu, ce qui va me permettre de faire à peu près toutes les manipulations dont j'aurai besoin. La longueur de la liste, on s'en servira aussi très souvent, ici 5 en l'occurrence. Et enfin, vérifier si la liste contient un item. Est-ce que la liste contient zut? Bien, là, il va me renvoyer false. Nous sommes ici en face d'un champ de valeur booléen que je vais pouvoir utiliser dans des tests par exemple. Encore une chose, vous aurez peut-être envie de savoir si on peut, avec Scratch, travailler sur des tableaux à plusieurs entrées, donc à plusieurs colonnes. Ici, il n'y a qu'une colonne dans une liste. La réponse est non, ce n'est pas prévu par Scratch en tout cas, mais il y a évidemment moyen de simuler un tableau à l'aide de plusieurs listes. Si ici je crée une deuxième liste couleur et que je décide de la compléter en parallèle, donc en respectant bien sûr l'ordre de la liste des fruits, je peux attribuer une couleur à chaque fruit. Donc une pomme verte, une poire jaune, une cerise rouge, etc. Et donc j'aurai ici l'équivalent d'un tableau. Il me suffira de traiter simultanément les deux informations en respectant l'ordre des index pour avoir un traitement qui ressemble à celui qu'on pourrait faire dans Excel ou dans n'importe quel tableur. Voilà, nous sommes partis pour un deuxième exemple. Ici, il s'agit d'une petite application qui combine des termes stockés dans 3 listes différentes pour former une phrase.
Ça fait un peu penser au jeu Cadavres exquis pour ceux qui ont connu ça étant jeunes. Donc, Scratch va aller chercher au hasard un élément de la liste des sujets, un deuxième de la liste des verbes, etc. et former une phrase lui-même. Ici, Napoléon casse son ordinateur, c'est encore relativement plausible. Par contre, un flocon de neige casse une brique, ça devient plus compliqué. Mais bon, c'est un petit jeu bien amusant qui nous permet de montrer comment on va chercher des éléments dans les différentes listes. Donc je passe en mode programmation et voici le programme. J'ai créé 3 listes. La liste des sujets, une liste des verbes, une liste des compléments. Elles sont là, toutes les 3. J'ai créé une série de variables, verbe, sujet, complément d'objet direct et phrase. À l'aide du bloc mettre le sujet A, je vais aller chercher un sujet. On va décortiquer un peu ce bloc. Donc mettre la variable sujet A, donc lui affecter une valeur en fait. Élément nombre aléatoire de 1 jusqu'à longueur de liste sujet. On va continuer à décomposer. La longueur de la liste, c'est 7. Il y a 7 mots dans chaque liste. Le choix du nombre aléatoire, ça vous connaissez probablement ce bloc opérateur. Mais donc ici, il va choisir entre 1 et 7, un nombre au hasard, chaque fois que je vais utiliser ce bloc. Et je vais aller chercher dans la liste l'élément qui correspond à ce choix. Donc ce sera un explorateur, ou Napoléon, ou le chat, etc. Et puis, je vais injecter, si vous voulez, cette valeur dans la variable sujet. Et je fais ça 3 fois, et à l'aide du bloc regrouper, je vais réunir les différents contenus choisis au hasard pour former la phrase. Donc c'est comme ça que, chaque fois que je clique sur le drapeau vert, il forme une nouvelle phrase, parfois très amusante, parfois tout à fait plausible. Alors je cache les listes et je reviens en mode exécution. Et je constate qu'il y a une petite fonctionnalité supplémentaire. Quand je clique sur le chat, il affiche la phrase en mode machine à écrire. Si vous êtes intéressé par cette partie du programme, n'hésitez pas à aller rechercher le programme. Le lien se trouve dans le commentaire de cette vidéo. Voici le programme. Je ne vais pas l'expliquer en détail parce que ça prendrait trop de temps. Mais ce qui est intéressant à relever ici, c'est qu'on fait également, dans ce cas-ci, un traitement de liste. La liste, c'est la phrase composée de toute une série de lettres et d'espaces. Donc avec ces deux blocs qui me donnent le numéro d'index d'une lettre, de pomme, ici la lettre 1 de pomme c'est P, et avec la longueur du mot pomme 5, je me débrouille pour faire un traitement qui va me permettre d'extraire une lettre à la fois et de l'imprimer à l'aide du bloc estampillé. Bon, je vous laisse faire connaissance avec ce petit programme, bien sympa d'ailleurs. Alors voici notre troisième exemple. Vous reconnaîtrez sûrement le jeu du petit poussin qui saute au-dessus des œufs. Ici, on va ajouter une fonctionnalité qui consiste à afficher la liste des pseudos des joueurs et leur score. Donc, lorsqu'on démarre le jeu, le poussin demande d'enregistrer le nom du joueur, l'avertit que son score sera pris en compte seulement s'il a au moins 5 points, et on joue. Une fois le jeu terminé, Ali est bien enregistré avec ses 6 points. Alors, voyons comment on a réalisé tout ça. Le code qui concerne la gestion de ces deux petites listes se trouve attaché au poussin, donc c'est assez simple. Au démarrage du jeu, on montre les listes. On pose la question qui permet au joueur d'enregistrer son nom. Le nom est enregistré dans une variable, pas encore dans la liste. On le fera à la fin. Et ensuite, on cache les listes, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment tout simple. Au moment où un œuf est cassé, le jeu se termine et c'est là que l'enregistrement du nom du joueur et de son score va intervenir. On montre la liste de nouveau et on ajoute tout simplement, ce sont donc ces deux blocs-ci qui font le job, ajouter pseudo du joueur à la liste des pseudos et ajouter le score à la liste des scores. Et cela bien sûr à condition que le joueur ait au moins un score supérieur à 5. Alors ici,
on se contente d'afficher les scores au fur et à mesure de leur enregistrement. On pourrait se demander si on ne pourrait pas afficher les 3 meilleurs scores, éventuellement même les trier. Oui, bien sûr, c'est possible et on verra comment dans l'exemple suivant. Nous arrivons à notre dernière partie, le plat de résistance. Cette fois, nous allons prendre le temps de monter le programme ensemble et puis il y aura un bonus pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans mon école, j'ai demandé à une centaine d'élèves de 10 à 12 ans de me donner leur taille en centimètres. L'objectif de l'exercice, c'est d'encoder ces données dans une liste et puis d'obtenir une moyenne, une taille maximum et une taille minimum. Donc en analysant cette liste. En bonus, on verra comment trier cette liste de la plus petite à la plus grande valeur et comment préparer un graphique en barre comme celui-ci qui donne la répartition de ces différentes tailles par classe, de 120 à 130 cm, de 130 à 140, etc. Mais reprenons tout ça au début. On commence par créer une liste, la liste des tailles. OK. Et on encode une ou deux valeurs. Tout va bien. Et puis, on se demande comment on pourrait éventuellement importer des valeurs dans cette liste. En effet, si vous faites une enquête en classe, vous n'allez pas faire défiler les enfants devant un écran Scratch. En général, on encode ces données dans un fichier texte ou dans un fichier Excel. Et puis, on les importe, surtout s'il s'agit d'une centaine d'informations à encoder. Pour importer des données dans une liste, vous avez besoin d'avoir un fichier de type texte, un fichier de texte brut dans lequel sont encodées les différentes tailles. Ici, j'ai préparé un de ces fichiers, donc nous allons faire l'importation. Clic droit sur la liste, importer, et je trouve le fichier que j'ai préparé ici. Je vais en reparler un peu plus loin, et je fais ouvrir. Il importe les données, et vous voyez qu'en une fois, j'ai une centaine de données importées. C'est relativement rapide et pratique. Alors, seulement, j'ai dû préparer ce fichier au préalable. Pour préparer le fichier en question, le plus simple est d'ouvrir un fichier de type texte à l'aide d'une application comme le bloc-notes sous Windows, mais ça peut aussi être un traitement de texte. Vous allez simplement encoder les valeurs en faisant un saut de paragraphe, donc un CR, un carriage return comme on dit, entre chaque encodage. Donc ne pas oublier, donc ce n'est pas une tabulation ni un point-virgule ici, simplement un saut de paragraphe. Quand vous enregistrez votre fichier, donc veillez bien à ce qu'il soit enregistré au format TXT, comme vous le voyez ici. Autre possibilité, un fichier Excel, dans lequel vous encodez sur une colonne toutes les valeurs et vous finissez également par l'enregistrer en format TXT. C'est le plus simple. On pourrait aussi utiliser le format CSV que certains connaissent sûrement, mais sinon le format TXT convient très bien. Et là aussi, donc attention, une seule colonne, une seule série de données, puisque Scratch n'autorise pas pour le moment la gestion de tableaux à plusieurs colonnes. Maintenant, nous allons ajouter une petite procédure pour encoder les données en mode programme, et pas ici en mode édition directe. Donc pour ça, je vais utiliser le capteur que vous connaissez probablement, demander quelle est. Donc ici, on va demander quelle est ta taille et attendre la réponse. Et la réponse, on va la stocker dans la liste. On retourne dans les blocs liste et on va chercher ici le premier des blocs, c'est tout simple, ajouter réponse à liste des tailles. Ainsi, il va ajouter la taille en fin de liste. Allons-y, je vais quand même mettre un événement drapeau vert ici. Il me demande quelle est ta taille, disons je tape 123, je valide et vous pouvez aller voir qu'il a ajouté 123. Et donc je vais pouvoir maintenant utiliser en mode programme, en mode exécution, cette possibilité-là d'encoder des valeurs en cliquant chaque fois sur le drapeau vert. Je peux consulter la liste ici, mais là je ne peux plus la modifier directement. Il faut que je passe par un programme et des blocs. Nous arrivons maintenant au calcul de la moyenne. Donc le but est de faire la somme de toutes ces valeurs, de diviser par le nombre de valeurs pour obtenir une moyenne des tailles. Alors pour ça, je vais devoir en fait parcourir la liste et aller
pêcher chaque valeur et l'additionner aux précédentes. Alors comment procède-t-on? Ici, on va utiliser une technique qui est énormément utilisée en programmation, donc ça vaut vraiment la peine de s'accrocher. Quand vous aurez compris le truc, vous verrez, c'est relativement abordable. Je vais créer une première variable qui est la variable moyenne. Bon, il faut bien que je mette mon résultat quelque part. Je vais créer une autre variable qui sera une variable temporaire, somme des tailles. En effet, je vais devoir ajouter les tailles à toutes les précédentes et donc je vais stocker cette somme provisoire dans une variable somme des tailles. Et puis je vais avoir besoin d'une variable pour parcourir la liste par numéro d'index. Ces variables qu'on appelle des variables compteurs, généralement on les appelle i ou j. I comme index. C'est cette variable-là que je vais incrémenter de façon à pouvoir identifier chaque élément de la liste et l'additionner au précédent. Alors comment va-t-on procéder ici? Je vais commencer par initialiser ces différentes variables. I, la première valeur que je vais aller pêcher, c'est 1. Donc je vais mettre i à 1, on va commencer là. Après on va boucler évidemment. Et on va mettre la variable moyenne à 0 et la variable somme des tailles à 0 également. Ensuite on va utiliser une boucle pour parcourir la liste en incrémentant i. Je vais chercher une boucle répétée. Alors, combien de fois vais-je devoir répéter l'addition, si vous voulez, pour additionner tous ces éléments entre eux? Mais autant de fois qu'il n'y a d'éléments dans la liste. Donc, je ne vais pas taper 102 ici, puisque cette valeur-là peut changer, évidemment. Je vais aller chercher le bloc longueur de liste qui me dit combien d'éléments il y a dans la liste. Et donc, je vais répéter longueur de liste de taille fois l'opération qui consiste à additionner l'élément à somme des tailles. Et donc pour ça, je vais ajouter à somme des tailles la valeur sur laquelle je pointe à ce moment-là. Et cette valeur, je la trouve ici dans élément i. Pour le moment, c'est 1. Donc l'élément i de liste de taille, c'est combien? C'est 125. C'est ce que j'ai là. Si je mets élément i égale 3, je vais avoir 130. Okay. Et donc, je vais ajouter cette valeur-là à la variable somme des tailles. Et puis, je vais incrémenter i. Ça, il ne faut pas l'oublier évidemment. Je vais ajouter 1 à i pour passer, si vous voulez, à l'élément suivant. Donc, on va faire un essai tout de suite. Je clique sur la procédure ici, je vais même détacher ceci, ce sera plus facile pour le test. Et j'observe bien ce qui va se passer ici, la valeur de somme des tailles. Et j'obtiens 14 916. C'est normal, j'ai fait la somme de 102 valeurs qui valent chacune entre une centaine et 170. Donc je suis à 14 000. Maintenant, il ne reste plus qu'à diviser ça par le nombre d'items. Pour ça, je vais chercher l'opérateur de division, tout simplement. Et je vais affecter la valeur calculée à la variable moyenne. Donc mettre moyenne A et faire une division ici entre la somme des tailles, c'est-à-dire cette valeur 14 916, et de nouveau longueur de liste, à savoir 102. Et j'obtiendrai ici la moyenne. Je clique et j'ai 146 cm,23, qui est tout à fait plausible. Alors on peut améliorer un petit peu ce résultat en procédant à un arrondi. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une précision pareille. Et donc je vous rappelle que l'arrondi ici fonctionne selon la règle de l'unité, donc du passage à l'unité supérieure ou inférieure, en fonction de la valeur de la première décimale. Si on est au-dessus de 0,5, il va passer à l'unité supérieure. Si on est en dessous de 0,5, il passe à l'unité inférieure. Donc ici, il va tout simplement supprimer la décimale en respectant cette règle. Je clique à nouveau, on surveille, et j'ai 146 cm, ce qui est quand même plus lisible. Voilà, la procédure pour calculer une moyenne, elle est là. Et je le répète, cette façon qu'on a trouvée ici de parcourir la liste 102 fois,
Dans ce cas-ci, pour faire la somme de toutes ces tailles avant de les diviser et d'obtenir la moyenne, cette procédure qui consiste à parcourir une liste, elle est vraiment à la base de la plupart des traitements que vous pourrez réaliser sur les listes Scratch. Nous pouvons passer maintenant au calcul, ou plutôt à la recherche de la valeur minimum dans la liste. Alors pour ça, je vais commencer par faire un peu d'ordre, c'est-à-dire placer cette petite procédure dans un bloc personnalisé que je vais appeler calcul de la moyenne ou calcul moyenne. N'ayons pas peur d'être très explicite quand on nomme un bloc. Et je vais en créer un deuxième, minimum, dans lequel je vais mettre la nouvelle procédure. Comme ça, on y voit suffisamment clair. Alors, comment est-ce qu'on va chercher un minimum dans une liste qui contient une centaine de valeurs? Si je vous mets une petite liste comme celle-ci, avec même pas une dizaine de valeurs, vous aurez vite trouvé la valeur minimum, évidemment. Mais il est important, avant de programmer, de se demander comment on a procédé. Dans notre tête, comment on fait? En fait, ici, on prend 123 et on compare 123 au nombre suivant. Si le nombre suivant est plus petit que 123, alors on va stocker 100, en l'occurrence ici, dans la variable minimum. Et on va continuer cette comparaison. Est-ce que 142 est plus petit que 100? Non, donc on garde 100. Non, donc on garde 100, etc. Jusqu'au moment où on va tomber sur 90. On se dit, ah oui, 90 est plus petit que 100. Et donc, 90 va remplacer 100, si vous voulez, dans la variable minimum. On va faire exactement la même chose ici. Donc, pour parcourir la liste, on va aller rechercher cette fameuse variable i, en commençant par l'initialiser. On lui affecte la valeur 1 puisqu'on commence au premier item de la liste. Et avant de commencer notre comparaison, avant la boucle si vous voulez, il faut qu'on donne une première valeur à minimum pour pouvoir faire une comparaison. On ne va pas comparer avec rien du tout. Et donc on va ici placer dans minimum la valeur trouvée dans le premier item, à savoir élément 1 de liste détail. Je peux même mettre élément i, ce sera juste la même chose ici, puisque i vaut 1. Et puis je peux commencer ma comparaison et donc à boucler. Je vais chercher le répéter autant de fois, ça c'est la même chose que tantôt, autant de fois qu'il n'y a d'éléments dans la liste, donc longueur de liste détail. Je vais faire ma comparaison à l'aide de l'opérateur inférieur à. Alors ici, efforcez-vous de bien comprendre ce que je vais vous proposer. C'est difficile à expliquer. Les blocs Scratch sont déjà eux-mêmes très explicites. Et donc je vais comparer la variable, le contenu de la variable minimum, qui pour le moment est le contenu du premier élément de la liste, 125, avec le contenu actuel de l'élément i. Je vais aller le rechercher ici. Alors ceci, ce sera un peu un coup dans l'eau, mais vous allez comprendre, la fois suivante, ça va se passer autrement. Donc, est-ce que l'élément i est inférieur à 125? La réponse est non. Et donc, si la réponse est non, il ne se passe rien. Et je passe alors à la suite, c'est-à-dire j'incrémente i de 1. Pardon, c'est pas mettre, c'est ajouter que je devais prendre ici. Ajouter 1 à i. Si par contre la réponse avait été oui, il aurait fallu que j'affecte le nouvel élément, la valeur du nouvel élément, à la variable minimum. En faisant ceci, en principe, je dois obtenir la valeur minimum. Je vais agrandir la scène. Et voilà, il a trouvé 111. Donc, je récapitule rapidement. On affecte une première valeur à la variable minimum. On prend la première tout simplement. On répète 102 fois si l'élément de l'item 1 est inférieur à minimum, alors tu remplaces la valeur ou la variable minimum par cet élément, sinon tu ne fais rien. Et
Dans tous les cas, tu ajoutes un à i, puisqu'il s'agit après de passer à l'item numéro 2, puis au 3, puis au 4, puis au 5, etc. Et tout ça, comme vous le voyez, se fait très rapidement. À ce stade, vous avez déjà découvert pas mal de choses. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il sera peut-être temps d'aller un petit peu pratiquer, de faire quelques essais, quitte à revenir ici si la suite vous intéresse. La suite, je la présente un peu comme du bonus. En bonus donc, je vous propose d'analyser ce petit bout de programme qui réalise le tri de la liste détail en fait. Et ça c'est quand même une fonction dont on a souvent besoin quand on travaille sur des listes. Et chose intéressante, on peut trier aussi bien des nombres que des chaînes de caractères. Si vous triez des chaînes de caractères, il va tenir compte de l'ordre alphabétique. Essayez, ça vaut la peine. Mais ici on travaille sur la liste détail. Et donc, elle est là. Et vous voyez que j'ai créé 2 listes supplémentaires pour effectuer mon tri. C'est pas indispensable, mais ça permet de voir quand même plus clair dans la manière dont on va procéder. Il y a plusieurs techniques de tri, hein, je vous passe les détails. Celle-ci a l'avantage de reposer sur ce qu'on a déjà vu précédemment, à savoir la recherche d'un maximum ou d'un minimum. Et de toute façon, une liste temporaire, quand c'est fini, on la vide et on la laisse de côté, ça ne prend pas spécialement dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, on a créé une liste temporaire et une liste triée, ou en tout cas une liste vide destinée à recevoir le tri. Ici, on cache, on supprime ce qu'il faut, peu importe, on est dans de l'initialisation. Donc j'ai tout mis dans une procédure de nouveau, un bloc personnalisé pour que ce soit bien clair. Et on pourra faire appel à cette procédure quand on voudra. Et on repart avec notre fameuse variable compteur, i ici, que je mets à 0 pour commencer. Et la première étape, on va la détacher du reste, comme ça vous verrez bien de quoi il s'agit. La première étape consiste en fait à copier tous les éléments de la liste taille dans la liste temporaire. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans la liste temporaire la valeur la plus grande et la stocker dans la liste triée. Et puis on refera l'opération en stockant chaque fois dans la liste triée la dernière valeur maximum et on obtiendra donc au bout du compte une liste triée ici à droite et celle-là sera vide. Donc je commence. Cette première opération consiste simplement à copier tous les éléments dans la liste temporaire. Regardez, je vais cliquer ici et voilà, on a la liste temporaire. Par la même occasion, il a caché la liste détail que je vais remontrer. Voilà. Et donc, pour le moment, j'ai 2 listes identiques. Étape suivante, il va aller chercher, là j'ai été chercher la même procédure que pour une valeur maximum. Tantôt nous avons fait le minimum, hein, transposer un maximum c'est relativement simple, c'est exactement la même procédure. Vous retrouvez ici mettre i à 1, mettre maximum a et répéter jusqu'à voilà, jusqu'à trouver la valeur maximum. Et donc ici, je clique et je vais rajouter une pause d'1 seconde pour que vous ayez le temps de voir comment ça se passe. Voilà, c'est parti. Vous voyez, il va chercher la valeur la plus grande dans la liste temporaire et il la stocke tout au-dessus dans la liste triée. Regardez ici, au fur et à mesure que les éléments sont retirés, puisque chaque fois, la valeur maximum, je la supprime ici, hein, dans la liste temporaire. Chaque fois qu'un maximum a été trouvé, il la bascule en fait en passant simplement par la variable dans la liste triée. Et vous voyez ici la procédure qui se déroule. Donc concrètement, je vais maintenant enlever le attendre 1 seconde. On va recommencer le tout. D'abord, la liste triée est vide. Il a recopié toutes les valeurs de la liste taille dans la liste temporaire. Et maintenant, c'est instantané. J'ai ma liste triée. Donc, c'est vraiment ici que les choses se passent. Répéter longueur de liste fois, de nouveau, il faut répéter 100 fois l'opération. On commence par mettre i à 1 et ici maximum à 0. Et on répète autant de fois qu'il y a d'éléments dans taille. Si l'élément i de la liste temporaire est supérieur au maximum, à ce moment-là, tu stockes cette valeur dans maximum. On ajoute à i, donc on répète ça autant de fois que nécessaire.
Et quand on a trouvé le maximum, on supprime l'item en question, non sans l'avoir stocké d'abord dans maximum évidemment, on n'a pas perdu cette valeur, et on insère cette valeur en position 1 de la liste triée. Et en faisant ça, 102 fois, on obtiendra une liste correctement triée. Voilà. Nous sommes bien à la dernière étape maintenant. Alors je vais un peu vous décevoir, je ne vais pas vous expliquer dans ce tuto comment réaliser ce graphique. Vous pouvez aller voir le programme, je le rappelle, il est renseigné dans le commentaire de cette vidéo. Pour ce qui concerne l'aspect purement graphique, ce qui nous importe dans le cadre de la gestion des listes, c'est la façon dont on a procédé pour calculer et pour réaliser cette liste des fréquences. C'est-à-dire par classe de taille. Ici, vous voyez, la première classe va de inférieure à 120 cm, je n'en ai aucun. J'ai deux élèves qui sont entre 120 et 130, etc. C'est ceci, évidemment, qui nous intéresse dans le cadre de ce tutoriel. Comment ai-je procédé? En fait, c'est relativement simple. Je vais de nouveau parcourir la liste des tailles. Ça, vous l'avez déjà vu quelques fois. Et je vais créer ici une nouvelle liste qui est la liste des fréquences. La liste des fréquences, en l'occurrence, va dépendre du nombre de classes que vous allez utiliser. Ici, ce sont des classes de taille de 10 en 10 cm. Et en fonction des résultats que j'ai dans la liste des tailles, j'ai pu voir qu'il n'y avait aucun élève avec moins de 120, mais j'ai quand même créé une classe pour ça. Et puis de 120 à 130, de 130 à 100, etc. Et j'ai donc créé 7 classes. Vous les voyez ici quand j'agrandis dans la liste des fréquences. Alors, je commence par créer cette liste. Ici, vous voyez, je la montre, je supprime tout ce qu'il y avait précédemment. Et donc, je répète 7 fois ajouter 0 à la liste des fréquences, ce qui fait qu'il va me créer en fait une liste avec 7 items qui valent chacun 0. L'étape suivante, ça a l'air bien long, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je vais répéter ici. De nouveau, je reprends la longueur de la liste, c'est-à-dire 100, 102, enfin je ne sais plus très bien, peu importe. Et je vais chaque fois comparer l'élément face auquel je vais me trouver avec les différentes classes proposées. Ici, je vais vérifier si l'élément 1 a une valeur inférieure à 120. Si ce n'est pas le cas, il passe au suivant. Est-ce que l'élément 1 a une valeur supérieure à 119, c'est-à-dire 120, et inférieure à 130? Si oui, l'élément va être stocké dans la liste à la bonne place. Il va remplacer l'élément 2 de la liste des fréquences par ce même élément plus 1. Donc on va chaque fois additionner une unité, si vous voulez. On va ajouter une unité chaque fois que la condition sera rencontrée. Et on va voir comme ça les classes qui se forment. Voilà. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Et donc, notre tuto se termine ici. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas à laisser vos questions sur notre groupe Scratch pour les enseignants et en français. J'ai également laissé le lien vers ce groupe en commentaire de cette vidéo. À une prochaine fois.